mettra pas en prod. Je suis pas d'accord. Ah, voilà, ça y est, Jérôme, tu reviens. Qu'est-ce que c'est le problème? On va mettre en prod. On a toutes les features. Les clients sont prêts. On a la deadline, elle est fixée. Là maintenant, il faut qu'on y aille. C'est quoi le problème encore? Le problème, il est que nos quality gates sont pas respectés. Donc je ne signe pas. Ça n'ira pas en prod. T'es toujours trop alarmiste. Hein. Franchement, avec toi, on peut jamais rien faire. T'es toujours en train de dire non à tout et en train de bloquer tout. Donc il y a un moment où ça commence à bien faire. Écoute, ce que je te propose, si ça te va, on met pas en prod là. Et puis la prochaine fois, dans une prochaine feature, on s'intéressera à ta cybersécurité. Ça te va comme ça? Non. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bonjour à tous. Merci de votre présence et d'avoir accepté de monter les 4 étages pour arriver ici. Ouais. Et d'avoir admiré nos talents d'acteurs aussi. Non, voilà. On tenait au milieu de tout ce travail autour de l'intelligence artificielle et de toute cette grande thématique, vous apporter un thème beaucoup plus concret, peut-être, et beaucoup plus sur des choses qu'on connaît un peu plus, pour venir sur des essentiels. Autour, on va parler de valeur, on va parler de qualité, on va parler de produits, et on va parler de comment bien intégrer la cybersécurité au sein des développements de nos produits et de, pourquoi pas, vos produits. Avant de commencer, le classique remerciement auprès de l'ensemble des partenaires qui permettent d'organiser ces 2 journées. Un grand merci à eux. Et puis, on y va. Petite présentation de nous deux d'abord. Donc, je vais commencer par moi-même. Je vais faire mon impoli. Donc, Mathieu, ça fait 6 ans que je travaille chez Decathlon et dans la partie digitale. Je suis aujourd'hui le leader de l'agilité. Je suis aussi manager. Je suis déjà intervenu sur Agile en scène et dans d'autres événements pour parler d'agilité, de DevOps et de produits. Et aujourd'hui, je m'intéresse aussi à tout ce qui est exécution stratégique. Je me définis comme agile et bien souvent plutôt funambule quand il faut jouer avec de nombreux éléments pour pouvoir faire notre métier. Moi, je suis un vieil architecte Java spécialisé dans le back-end, dans la performance, la qualité et la sécurité. Je suis coach, formateur. J'ai parlé dans pas mal d'endroits. J'ai monté des startups et je suis auteur pour Erol. Voilà. Et la photo, elle est fidèle à ce qu'il est. Non, c'est pas un peu de douceur dans un monde de brut. Alors, pourquoi vous parlez de ce sujet? Parce qu'on l'oublie, c'est très centré autour du soft. Donc, ceux qui sont pas dans le soft, mais les propos ont moins d'intérêt. Mais on oublie que le soft, c'est une industrie, la plus grosse industrie du monde. Rien que le jeu vidéo représente plus que le cinéma et la télé réunis. Et le nombre de développeurs dans le jeu vidéo, c'est quelques pourcents sur le nombre de développeurs totaux. Donc, c'est une vraie industrie. Et qui dit garantie, dit solution automatisable, dit process, dit vérification. À ce titre, on doit garantir que les artefacts générés par nos équipes de dev soient conformes à des standards de qualité. Il faut être certain d'avoir une approche qui permet de garantir cette qualité. Et donc, il faut savoir s'outiller pour supporter notre démarche. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit des failles de sécurité, que ça soit des problèmes de qualité du code ou de qualité de l'architecture ou des problèmes de perf, nous empêchent de sortir nos softs. Voilà. D'où ce sujet. Merci Jérôme. Qui dans la salle sait ce que ça veut dire CVE? 3, 5, 6. Oh, pas mal. Bon, moi je savais pas. La première fois, il m'a dit on veut pas de CVE. Jérôme, tu peux nous expliquer pour le reste des... Alors les CVE, c'est pas très compliqué dans le fond. Ça veut dire Common Vulnerability and Exposure. Le but, c'est de pouvoir identifier chaque faille de sécurité d'une librairie, d'un applicatif,
et de pouvoir lui donner un indicateur visuel quantifié, sa sévérité, sa criticité, de manière à savoir lesquels doivent être gérés et fixés en premier. Donc il y a des scores qui sont associés à chaque CVE. Une CVE, c'est en gros une entrée dans une database. Donc c'est pas très compliqué. Alors vous avez peut-être entendu parler au moins d'une CVE qui a fait vachement le buzz, donc qui fait du Java depuis 28 ans. Je dois dire que pendant plus de 20 ans, j'ai pas entendu parler de Java à la télé ou dans les journaux. Et d'un seul coup, tous les médias, machin, c'est la panique mondiale. Le Log4j Shell en 2021. Donc Log4j, c'est une librairie open source qui est donc gérée par la fondation Apache. C'est le standard de facto dans le monde Java pour gérer ses traces applicatives. Et malheureusement, les gens savent pas que ils peuvent l'utiliser sans le savoir, puisqu'elle se retrouve embarquée dans des libs qui sont elles-mêmes utilisées dans des libs qui sont elles-mêmes utilisées dans des produits. Et donc c'est ce qu'on appelle les dépendances transitives. Et donc cette grosse faille de sécurité a affolé la planète, même si c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais elle permettait effectivement une exécution de code distance et l'exfiltration éventuellement de données. Donc elle pouvait être très sévère. Donc s'il faut juste retenir de ça, le détail de Log4j, on s'en fout, mais c'est que les équipes de dev doivent être responsabilisées, doivent gérer, configurer et mettre à jour les versions des librairies et ne devraient pas découvrir par la télé qu'elles utilisent Log4j. On a commencé à en parler. Tout ça, évidemment, ça représente des risques, perte de données ou diffusion des données non désirées, arrêt de service, avec perte potentielle de business, publication donc des données avec risque d'image et risques financiers. Les autres risques, on peut voir des actions non autorisées via des privilege escalation. Tous ces éléments, il y en a encore bien d'autres exemples. Alors on vous a mis une petite référence, Ouais. ce livre. Excellent bouquin fait par deux jeunes, Marine Duménil et Paul Molin. Il vaut 13 balles, j'ai pas d'action dedans, mais il est excellent, ça peut même se lire avec des enfants. C'est très très bien fait. Je vous le recommande chaudement. Ça se lit tout seul. L'étape suivante, c'est de se dire, bon, on a compris, la cybersécurité, c'est important, mais est-ce que ça porte de la valeur? Parce que bien souvent, c'est relégué au deuxième plan. On va dire, oui, on traitera la cybersécurité comme dans notre petit sketch au début, mais est-ce que ça porte de la valeur, la cybersécurité? Si vous ouvrez le Larousse, valeur, il y a 8 définitions. Et il n'y en a pas une qui correspond à ce que on pourrait appeler les définitions. Laquelle nous irait le mieux? Est-ce qu'il y a une définition qui correspond à notre usage en produit digital? Pas vraiment. Et ça porte un vrai problème, c'est quand on parle de valeur, on parle de quoi? C'est quoi la valeur? C'est comme quand on parle d'agilité, on parle de quoi? Et il faut arriver à avoir une définition qui fasse sens à tout le monde et sur lequel on est aligné et se poser les bonnes questions. Valeur en termes de quoi? En termes d'image de marque, de la valeur économique, la valeur sur un positionnement de produit, la valeur environnementale, la valeur sociétale. Il peut y avoir comme ça plein de paramètres qui rentrent dans ce qu'on pourrait appeler la valeur. La note de définition, c'est celle-ci. La valeur est ce qui crée un bénéfice pour toutes les parties mises en jeu au travers d'un service ou d'un produit. Et il faut qu'on puisse tirer un bénéfice en limitant au maximum les risques pour chacune de ces parties prenantes. Quelques exemples, l'entreprise augmente son chiffre d'affaires, son image de marque. Les utilisateurs ont accès à une nouvelle expérience, à un service sans risque, au bon prix. Un autre exemple de valeur, la planète n'est pas mise en danger. Nous, la valeur, c'est ça. Et donc, quand on parle de limiter les risques, on intègre bien ces questions de cybersécurité dans la valeur. Donc, il est important de faire porter et de faire comprendre que la cybersécurité apporte
cette valeur intrinsèque dans la valeur. Alors le problème, c'est que comme dans notre CNET, on peut en arriver à des situations un peu débiles où on va s'affronter dans les équipes, là, comme dans le tableau de Goya qui s'appelle la RIX, où on a deux protagonistes munis de gourdins qui se tapent dessus et qui vont vraisemblablement finir par s'entretuer et finir tous les deux dans le marais. Donc en fait, ce type de lutte un peu fratricide, elle sert à rien, et qu'on doit surtout pas opposer feature et qualité. Et donc notre énergie, elle doit se mettre justement à trouver une synergie entre les deux. Alors, moi j'aime bien les définitions, j'en mets tout le temps, j'utilise encore le dictionnaire, je suis trop old school. Mais donc si on lit le dictionnaire, on dit que, en parlant de qualité, c'est une manière d'être non mesurable d'une chose qui donne une valeur plus ou moins grande, et donc ça s'oppose à quantité. Alors ça me pose un premier problème. C'est que j'ai essayé de vous dire que dans l'industrie, on a besoin de quantifier et de donner de mesurer la qualité et de dire si on rentre plus ou moins dans les critères qu'on s'est fixés. Et quand on lit la définition de qualité, on nous dit que c'est une manière d'être non mesurable. Donc en fait, c'est quoi la qualité au service de la valeur ? Est-ce que c'est le fait que nos tests unitaires passent ? Est-ce que c'est d'avoir un code clean, une architecture clean ? Est-ce que c'est d'être fiable en prod ? Est-ce que c'est d'être résilient vis-à-vis d'attaques ? Est-ce que c'est d'avoir une belle architecture ? En fait, pour moi, c'est tout ça à la fois, et donc ça doit pas être subjectif. Et donc, on doit pouvoir essayer de dégager des éléments quantifiables qui nous aident à nous dire si on met un tampon ou pas. On a beaucoup parlé de qualité, de valeur, pas encore d'agilité et de pratique. On va y venir. On va essayer de se placer au bon niveau. L'agilité, aujourd'hui, elle peut prendre différentes formes. Quelle que soit la taille de l'entreprise, on va essayer d'avoir des stratégies pour atteindre cette valeur, pour atteindre une vision, et elle va se décliner au sein de l'architecture et de la structure de l'entreprise dans différentes couches jusqu'à atteindre la couche opérationnelle, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, parce que au final, la valeur, elle est créée dans les mains de ceux qui développent et de ceux qui sont sur le quoi. Et donc, toutes les questions qui sont liées à la qualité, à la sécurité font partie des processus et des pratiques opérationnelles à l'échelle de l'équipe produit. Et par contre, si elles sont pas maîtrisées, on peut avoir des réels impacts sur les risques tactiques et stratégiques de l'entreprise, voire la vision, voire carrément le modèle et la survie de l'entreprise. Donc ça fait partie des fondations, et c'est pour ça que ça nous paraissait pertinent de traiter ce sujet sous cet angle-là aujourd'hui pour aller voir comment dans les pratiques des équipes on pouvait rendre cette cybersécurité quelque chose de naturel, quelque chose de natif. En fait. Je me permets de glisser un petit exemple. C'est un peu old school aussi comme exemple. Mais si vous vous rappelez, dans les années 2010, il y avait Microsoft qui avait lancé un player MP3 qui s'appelait le Zune. C'était un player qui marchait plutôt pas mal, qui était plutôt joli, qui était plutôt bien positionné d'un point de vue prix. Et patatras, du jour au lendemain, le produit est mort parce que il y avait un gros bug suite à des tests non effectués pour les décalages de temps. Donc dès qu'il y a eu les passages heure d'été et heure d'hiver, tous les Zune sont partis en live. Et ça a été un gros fiasco, et Microsoft a perdu des centaines de millions de dollars avec la mort de ce produit. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, à partir de quelques tests d'intégration non faits, ça peut se retrouver dans un gros désastre économique, même pour une boîte aussi grosse que Microsoft. Autrement dit, bon, la première phrase, elle parle, je pense, à tout le monde. Elle fait partie du manifeste agile sur
l'excellence technique et la qualité qui renforce l'agilité quand elle est portée continuellement. Une autre référence qui est un peu plus tech et DevOps liée au State of DevOps Report, et ça date déjà de 2016. Ils ont pu constater au travers des études d'Aura Accelerate que les entreprises très performantes consacrent 50% de moins de temps à remédier à des problèmes de sécurité que les entreprises peu performantes. Donc c'est un réel impact, et c'est pour ça que il faut bien prendre ça en compte dans toute la partie de développement et de DevOps de chacun des produits. On vous propose donc d'intégrer tout ça dans 3 pratiques du quotidien: le story mapping, les définitions de ready et de done, et le workflow des équipes. Tout d'abord, le story mapping. Bien souvent, quand des PO ou des PM montent font un atelier de story mapping, ça peut ressembler à ça. Une approche optionnelle ou non prioritaire de la cybersécurité. Alors, vous ne devez peut-être pas bien voir au fond, mais il y a un Moscou, et sur le Moscou, c'est marqué en must: créer l'interface de connexion à l'espace utilisateur, créer le parcours d'achat simple et rapide, créer l'interface de gestion de compte utilisateur. Et sur la partie optionnelle, tout en bas, il y a mettre en place un module de connexion sécurisé et mettre en place un module de création de compte sécurisé. Donc voilà, d'abord on se dit on va créer le bon produit, sauf que le bon produit, pas sécurisé, on s'expose à quelque chose de très dangereux. Ce qu'on préférerait voir, c'est une approche by design de la conception, sécuriser des produits, ou shiftless on security. Avec, au niveau des user activités, l'utilisateur peut se connecter en toute sécurité. L'utilisateur peut faire des achats sécurisés, ou encore l'utilisateur peut accéder à ses données personnelles en toute confiance. Déjà, on change le mindset et on part dès le départ by design sur quelque chose qui, dans la tête des concepteurs, se veut sécurisé. Ça se traduirait potentiellement à créer l'interface de connexion à l'espace utilisateur avec les derniers standards de sécurité. Ou alors, sur la partie déploiement de la solution d'achat sur mobile, avec le niveau d'exigence de sécurité comme il le faut, si on choisit dans un deuxième temps de développer sur la partie mobile. Mais c'est faire remonter en fin de compte toutes ces questions de sécurité et de qualité au plus tôt dans la conception. Par rapport à notre pratique, la definition of done et definition of ready, un exemple de definition of done ici. Bon, alors, je vais pas tout vous lire, mais elle est assez standard. Elle correspond à un besoin particulier d'une équipe. La petite chose, c'est que on a bien précisé done, c'est pas presque done ou presque dans les mains de l'utilisateur, ou presque en pré-prod. Dans done, c'est dans les mains de l'utilisateur ou activable en prod à tout moment grâce à du feature flipping ou de l'activation pertinente. Blague à part, pourquoi j'ai dit que c'était un exemple qui correspondait spécifiquement à un besoin? Cette definition of done, elle doit être construite par l'équipe et pour l'équipe, et ça vient pas, c'est pas un standard qu'on va aller chercher quelque part. Ah, c'est pas un template tout fait. C'est pas un template tout fait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que potentiellement, si on veut être cybersécurité by design, il manque ces éléments-là pour pouvoir être compliant et pour pouvoir mettre les quality gates dont tu parlais tout à l'heure. Un exemple, Report Severity Evaluation and Mitigation of CVEs, Quality Gates Compliance. Donc, Quality Gates Compliance, c'est déjà définir les Quality Gates avant d'être sûr qu'on soit compliant avec les... C'est ça. C'est ça. C'est que, effectivement, c'est suivant la maturité des équipes, des produits et du contexte de l'entreprise, tout ça, ça devra évoluer de mois en mois, et il va falloir être de plus en plus exigeant, parce que le nombre d'attaques explose, parce que le nombre de failles explose, parce qu'on va les chercher, et que donc il faudra que les équipes
prennent en charge définir ces critères de qualité qui peuvent permettre de basculer on peut aller en prod, on n'y va pas, c'est trop dangereux. Bon, après, on vient de voir, faut concevoir, le penser au plus tôt, faut se mettre des barrières, mais si ça reste que dans une liste, c'est pas très intéressant. Non. Ça peut se donner ce genre de cas, un exemple. Donc voilà, donc là c'est un exemple concret pris à peu près au hasard sur la base de données des CVE. Et ce qu'il y a d'intéressant à retenir, c'est le score en bas à gauche qui va de 0 à 9,9 et la sévérité. Et donc c'est au DevSecOps, à tout, quel que soit le nom qu'on donne aux architectes, de définir en fait quel est leur critère d'acceptance. Alors moi, en restant assez cool, je dis que toutes les sévérités qui sont low, on peut les laisser. Les scores en dessous de 4, on peut les laisser. Par contre, au-dessus, c'est pas de question, c'est pas optionnel. C'est si on embarque de telles librairies, de tels produits dans votre applicatif final, ben c'est un no-go en prod. Ouais, mais on va pas respecter les dates. Donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir s'assurer que ces quality gates qu'on vient de définir sont bien intégrés et sont surtout ne pas s'en occuper au quotidien, que ça soit quelque chose qui puisse sortir de la tête des gens et qui s'assurer que on ait le bon socle, c'est les intégrer au workflow correctement et que ça soit automatisé au maximum. Là, on a un exemple de workflow assez classique, le backlog, analysis, ready, in development, toute la partie de testing et le done. Ça peut paraître pertinent, mais encore faut-il qu'on s'assure que dans chacune de ces étapes, on puisse satisfaire aux definition of done et de ready qu'on vient de voir. Faut le rentrer dans le détail par exemple, de l'étape in development pour apporter des contraintes relatives à la performance, des contraintes relatives à la sécurité, des contraintes relatives à l'architecture, par rapport à l'expertise des architectes, des DevSecOps et tous ces éléments-là. Comment faire pour pouvoir justement apporter ces contraintes? Il faut que l'équipe, elle construise ce workflow. Il faut surtout que l'équipe derrière construise la bonne CI/CD qui vient mettre ses contraintes au fur et à mesure des étapes de développement et s'assurer que derrière on puisse automatiquement s'assurer des quality gates. Jérôme, c'est toi l'expert. C'est quoi une CI/CD pour ceux qui savent pas? Alors une CI/CD, c'est CI, c'est Continuous Integration, et CD, c'est Continuous Deployment. Donc l'idée, c'est de pouvoir instrumenter votre code, aller le regarder sous plein de coutures différentes, de manière à utiliser un maximum d'outils qui vont valider que l'architecture est correcte, que le code est correct, que les librairies sont correctes, que vous allez déployer sur des containers qui ne soient pas eux aussi soumis à des CVE énormes. Et donc une CI/CD, donc c'est un moyen, en gros, on lui donne des règles, des recettes, et il va jouer ces recettes automatiquement sur votre produit, et à la fin, il va nous sortir un certain nombre de reports, et éventuellement, il va permettre de dire oui, j'autorise le déploiement, passer de dev en staging, puis de staging en pré-prod, puis de pré-prod en prod. Tout ça, il va le faire automatiquement en ayant intégré donc toutes les règles, les fameuses quality gates, qui nous permettent de dire, ben, pour nous, c'est assez bon pour permettre d'aller en prod. Ces éléments-là, dans les démarches qu'on avait travaillées il y a quelques années chez Decathlon autour des démarches d'efficience et de performance des équipes, le travail de la CI/CD a été un élément clé dans la performance des équipes. Et c'est d'ailleurs, quand on avait fait cette démarche autour d'Accelerate, c'était l'un des premiers éléments qu'on était venu travailler. Et on avait pris sur l'ensemble des équipes qu'on avait à l'époque sur ce périmètre-là, 7 équipes,
on avait pris l'ensemble des tech leads et on les avait mis en chambre, on avait fait un conclave. Et ils avaient le droit de sortir de la chambre une fois qu'ils avaient fabriqué la CI/CD de leur rêve, en fin de compte. Et ça a été vraiment le socle pour pouvoir réussir et s'assurer que non seulement ils étaient confiants dans ce qu'ils allaient développer et qu'ils allaient avoir les éléments automatisés qui leur permettaient d'avoir la qualité nécessaire, et donc de leur permettre de se concentrer sur le vrai quoi, le vrai comment, et comment créer pertinemment de la valeur. Donc c'est vraiment un élément essentiel dans toutes ces démarches. Quelques commentaires avant. Donc ici, on a mis des exemples avec des briques, etc. Alors, il y a des moteurs de CI/CD tout fait, il y en a plein qui existent. Il y en a un qui est intégré dans GitHub, c'est possible dans GitLab. Il y a des solutions comme Jenkins plus anciennes. Mais l'idée, en fait, c'est que donc chaque équipe devra prendre en charge ce chantier, de se faire sa CI/CD en suivant les contraintes de l'entreprise, les licences, enfin tout ce qui existe dans son écosystème, et que une CI/CD, si on veut pas tuer le projet dans l'œuf, ben faut avoir conscience qu'elle doit évoluer avec la maturité de l'équipe. Et donc au début, faut être plus ou moins gentil, et faut être de moins en moins gentil au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Alors, d'un point de vue cybersécu, alors ça c'est impossible de faire une conf sans Chuck Norris. Donc il est là, ça y est, je suis rassuré. Pour Jérôme, hein, pas caution. Hein. Ah non, c'est pas possible. J'ai jamais fait une conf sans Chuck. Donc d'un point de vue cybersécu, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a plein de choses à faire. Je vais pas vous déballer une longue liste. Alors il y a des softwares qu'on appelle les SAST qui font de l'analyse du code statique et donc sont capables de détecter par exemple des trucs qu'on appelle les SQL d'injection, des choses comme ça. Donc des pratiques qu'on appelle le defensive programming, donc une façon de programmer en défendant le plus rapidement possible d'attaques éventuelles. On peut analyser des dépendances et donc voir l'impact de CVE éventuel. Donc ça, c'est fait dans Sonar, c'est fait dans Maven, c'est fait dans NTDG, donc plein d'outils différents. On peut analyser les images Docker si vous déployez dans du Kubernetes. Il y a par exemple des outils comme Snyk qui font l'analyse de ces images et qui vont dire est-ce qu'elles sont obsolètes, est-ce qu'il y a des trous de sécu dedans. Donc c'est bien d'avoir des outils, mais c'est pas en alignant des outils qu'on a fini notre boulot, parce qu'une fois qu'on a aligné les outils, qu'on a plein de reports, plein de métriques, ben c'est là qu'il faut se mettre à définir sérieusement ces quality gates et dire à partir de qu'est-ce que je tolère pas, et à quel moment je peux autoriser des mises en prod. Donc sinon on fait que rouler du CPU et faire fondre la banquise. Donc ça n'a pas de sens. Donc ça nous permet, au contraire, on pourrait dire que c'est une perte de vélocité, mais non, c'est un moyen d'être au contraire très très rapide et très réactif, puisque au plus tôt on va savoir ça, au plus tôt on peut le corriger. Voilà. Pour conclure, on a essayé de vous montrer qu'en fin de compte, toute cette partie de qualité, sécurité, elle apporte réellement de la valeur pour vos produits, pour les services, et qu'en fin de compte, c'est un standard et que on peut pas commencer quoi que ce soit sans cette partie. C'est job zéro, quoi, en fin de compte. Plus tôt, tu viens de le dire à l'instant, plus tôt on prendra ça dans le process de développement, plus tôt on pourra s'assurer que on ne prend pas les problèmes tardivement. Et plus tard est le problème, plus difficile est la résolution du problème. Donc, et le coût associé. Le coût associé. Donc n'hésitez pas à challenger vos équipes techniques, vos développeurs sur ces pratiques, parce que c'est vraiment des éléments essentiels. Enfin, c'est une responsabilité partagée. On l'a vu, les product managers ou les chefs de projet, soyons fous, doivent intégrer ça by design dans la conception.
Et puis les développeurs, ça doit être dans leur nature. Ça doit rentrer dans des choses sur lesquelles ils ne doivent même plus réfléchir. Donc voilà. Et puis on Ouais, il y a voulait mettre cette dernière citation. Ouais, je suis tombé sur LinkedIn par hasard sur ce gars, Brian Finster. On échangeait et il avait marqué ça dans un de ses potes. Et là, c'était une révélation. J'étais complètement en phase avec lui. Il y a pas grand monde avec qui je suis en phase, mais là, c'était vraiment ça. Effectivement, la qualité, elle dépend vraiment de la culture de l'équipe. Et donc, une culture, ça se forge, ça s'apprend. C'est un apprentissage. Ça vient pas immédiatement. Et donc, effectivement, la qualité dépend de la culture et des processus / outillages associés. Voilà, on vous remercie pour votre attention.